Qui ici a déjà sauté en parachute? Ok, pas tant que ça. Et toi, Chloé, t'as déjà sauté en parachute? Moi, j'ai déjà sauté en parachute aussi. Donc, pour ceux qui ont vécu l'expérience, vous allez peut-être reconnaître un petit peu ce que je vais décrire. Et puis, pour les autres, vous allez voir un peu. Donc, avant le jour J, en règle générale, on va sur tous les sites internet. On trouve l'endroit parfait où on veut le faire. On réserve, on achète notre billet et on a la date qui est prévue. Ensuite, il se passe plusieurs mois. Et arrive le jour J, on y va. On arrive au niveau du centre où on va sauter en parachute. Et là, y a la découverte déjà du lieu, voir tous ces avions, etc. Et ensuite, on va voir notre moniteur qui va arriver, qui va nous questionner. Notamment, il va nous demander toutes nos mensurations. Et il va nous fournir le matériel qui est adapté par rapport à ce qu'on vient de lui décrire, justement. On découvre l'outil, on se familiarise avec. Et ensuite, il nous forme plus particulièrement sur, par exemple, comment le parachute s'ouvre. Même si, la plupart du temps, la première fois, on est quand même accompagné d'un moniteur. Il nous explique comment ça se déroule et également, il nous rassure, on a bien fermé le parachute. Et ensuite, il nous explique comment va se dérouler l'expérience. Et puis après vient l'étape où on monte dans l'avion. C'est l'étape un peu, on commence à avoir des petits guillis dans le ventre. Et puis, on commence à avoir les premières sensations. Et nos questionnements deviennent beaucoup plus concrets. On va poser des questions aux moniteurs qui sont beaucoup plus réalistes de « mais comment ça se passe vraiment, comment on saute ?» Et donc là, c'est vraiment le moment où on se lâche, mais on peut toujours faire marche arrière. Par contre, au moment où ils ouvrent la porte de l'avion, là, on y va. Donc on saute, effet waouh garanti, on prend plein de sensations dans la figure, mais on reste toujours accompagné, notamment la première fois quand on est en tandem. Si on fait un petit geste de côté, une main qui est mal placée, hop, il nous remet bien. Et puis on profite, vient le moment où il développe le parachute pour nous, et puis il nous explique comment faire, et après, on prend carrément les commandes. On se balade, et en fait, jusqu'à atterrir sur notre cible qui est au sol, tranquillement. Et une fois qu'on est en bas, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de recommencer. Le Customer Success, c'est un peu pareil. Et alors là, vous vous dites, le Customer Success Management, c'est comme sauter en parachute, mais dans quoi je me suis embarquée? Alors, effectivement, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas exactement les mêmes sensations. Néanmoins, dans ce que Chloé vient de vous décrire, il y a des similarités. C'est-à-dire que les différentes étapes par lesquelles vous passez quand vous sautez en parachute, quand vous rentrez, enfin votre cycle de vie avec un produit, et donc les étapes que le Customer Success Manager va avoir avec vous, sont un peu les mêmes. Mais avant de rentrer plus en détail dans ce parallèle, petit point histoire et définition. Donc le Customer Success Management, comme vous pouvez le deviner à son nom, ça vient des États-Unis et c'est apparu à peu près en même temps que le développement des logiciels SaaS, Software as a Service. Et ces logiciels, ils se définissent par, on va dire, plusieurs critères, ou en tout cas au moment où ils sont arrivés. D'abord, c'était l'apparition des abonnements. Donc on avait un abonnement mensuel, annuel, sur parfois même 3 ans, etc. Il y avait de plus en plus de concurrence. Donc en fait, quand vous étiez client, vous aviez de plus en plus d'offres et vous pouviez essayer un outil, ça vous plaît pas, on essayait un autre, pas de souci. Et enfin, vous aviez des outils de plus en plus complexes. Et donc à ce moment-là, les sociétés se sont dit, ça serait bien qu'on mette en place un accompagnement pour nos clients. Donc c'est à ce moment-là que le Customer Success Management, comme on le trouve aujourd'hui, est apparu. Même si vous verrez dans ce qu'on va vous présenter, il y a, en fait c'est un métier qui existe depuis pas mal de temps. On le trouve encore aujourd'hui sous la forme du Key Account Manager. Et même pour des personnes qui vont vous dire, moi, il y a quelques décennies, j'accompagnais aussi mes clients, mais ils avaient un nom peut-être ingénieur produit ou un terme à peu près équivalent. Donc ça, c'était un peu le point histoire. Et sur la partie définition, en fait, donc le CSM, le Customer Success Manager, son rôle, c'est de manager, donc de gérer le succès du client. Donc c'est-à-dire que lui, il est là pour accompagner son client et valider avec lui qu'il y a un retour sur investissement dans l'abonnement qu'il prend. Et donc du coup, évidemment, quand vous prenez un service et que vous payez, vous avez envie d'y voir un intérêt, le CSM, il est là pour accompagner le client.
Donc ça, c'était le point histoire et définition. Et si je reviens un peu dans mon parallèle, donc dans l'histoire que Chloé a racontée, on a plusieurs étapes qu'on retrouve du coup dans les étapes du cycle de vie du client. Donc il y a d'abord l'accueil au sol. En tant que CSM, on appelle ça l'embarquement. Et je vais employer un mot d'anglais, juste, c'est l'onboarding. Donc dans cette étape, en fait, c'est la partie où vous allez donner à votre client les clés pour comprendre l'outil, pour appréhender l'outil. Donc c'est la partie où on explique le parachute, etc. Ensuite, vous avez la partie adoption. Donc en fait, dans tout ça, vous pouvez voir un peu le moniteur, hein, la personne qui était en tandem au moment du saut, c'est un peu votre CSM. Donc là, l'adoption, c'est la partie où vous êtes dans l'avion et vous avez envie qu'on vous accompagne et que vous continuez à être rassuré sur ce que vous allez faire ou ce que vous avez fait. Et ensuite, il y a la partie le saut et la partie où, juste après, où on arrive en fin de contrat et on a envie de recommencer. Donc c'est la partie où le moniteur et le CSM vous accompagnent jusqu'à atteindre votre cible. Quand vous avez atteint votre cible, vous êtes content et vous avez envie de recommencer. C'est ce qu'on appelle la rétention. Exactement. Donc si je rentre un peu plus en détail et que je parle de la première étape, donc qui est l'étape d'embarquement, donc en fait, dans cette étape que vous avez déjà dû tous vivre, surtout plutôt en B2B, quand vous êtes abonné à un service, au début, vous avez reçu tout un tas d'emails qui vous expliquent qu'il faut finir de remplir son profil, ou une fois que c'est fait, c'est super, ensuite, voilà comment ça va se passer. Bah ça, c'est l'embarquement, c'est l'onboarding, et ça peut être géré par le CSM. Donc en fait, pour faire simple, ce qu'il doit faire le CSM à ce moment-là, c'est vraiment donc vous donner les clés pour que quand vous êtes sur l'outil, vous sachiez quoi en faire, vous sachiez à quoi ça sert. Donc du coup, une des grosses parties de cet embarquement, c'est la partie formation. Donc la partie formation, ça va comprendre un centre d'aide pour rendre les clients autonomes. Ça va comprendre par exemple des académies. Alors je pense par exemple à Pledzi, qui est un outil de marketing automation et qui met en place pour ses clients une académie dans laquelle ils vont et donner aux gens des clés pour comprendre l'outil, et également des clés sur l'inbound marketing. Parce qu'en plus, il y a ce côté où on va non seulement expliquer aux clients comment ça fonctionne, mais aussi comment fonctionne l'environnement autour de cet outil. Et donc, on va aussi avoir des formations qui peuvent être en présentiel ou en webinar. L'objectif est toujours le même, c'est donc d'expliquer aux gens comment ça fonctionne et surtout de répondre à leurs questions. En fait, là, on est un peu comme dans une énorme formation en présentiel dans laquelle nous, on vous explique ce que c'est que le CSM si c'était un produit. Et à la fin, on pourra répondre à vos questions. Voilà, quand vous êtes CS et que vous embarquez votre client, vous passez à peu près par cette phase. En général, il y a moins de personnes, mais c'est à peu près la même idée. Et voilà, et en fait, je dirais qu'un embarquement réussi, c'est quand le client voit la valeur de l'outil. Donc moi, là, c'est pareil, j'aurais réussi mon embarquement si, à la fin de cette présentation, vous vous dites, le CSM, c'est génial, il faut absolument que je devienne ou j'emploie un CSM. Et donc, en fait, on arrive dans la partie post-prospection. Voilà, en effet, j'insiste sur le post-prospection. Là où Justine vous a expliqué un peu le rôle du CSM dans l'embarquement, ça arrive au début du cycle de vie du client sur le produit. Mais juste avant, eh bien, vous avez la partie prospection. Et le CSM, c'est pas du bizdev. En fait, le commercial, lui, il va avoir pour rôle de prospecter, d'aller chercher les clients, de présenter l'outil, de déterminer le besoin du client, de voir s'il est en rapport avec l'outil, et puis ensuite de négocier le contrat. Le CSM, lui, il va être là où le commercial va être un chasseur, le CSM va être un éleveur. Je ne sais pas si vous voyez un peu le parallèle. Le CSM, il va être là pour garder en fait le client le plus longtemps possible. D'ailleurs, en règle générale, les personnalités des commerciaux et des CSM sont différentes. On va avoir des commerciaux qui vont avoir le goût du challenge, là où le CSM va être un peu plus dans l'empathie, dans l'écoute,
Enfin, même si le commercial est énormément dans l'écoute. Et en fait, on insiste là-dessus parce que c'est souvent qu'il y a confusion et qu'on demande à des CSM de faire du bizdev. Dans la même idée, et dans le fait que le CSM n'est pas là pour prospecter. Alors attendez, petit miracle. Je me permets. Voilà, vous avez notre beau diapo. Donc là, on en est à l'accueil au sol, ce que vous a expliqué Justine. Et donc, dans le fait que le CSM n'est pas là pour prospecter, il ne faut pas confondre non plus le CSM et le marketing. Oui, il y a certaines dimensions qui se confondent. On peut parler de marketing client quand il y a de la communication directement au client et non pas au prospect. Mais ce n'est pas le CSM qui va faire les pubs sur Facebook. Ce n'est pas le CSM qui va faire les pubs sur Google. Et là où le CSM va pouvoir rédiger des contenus, notamment pour le centre d'aide, il ne va pas aller rédiger des articles de blog. Le contenu, c'est pas pour l'acquisition, en fait, quand on est dans le cadre du CS. Et donc, j'insiste là-dessus, il ne va pas faire de recherche de nouveaux prospects. Par contre, on va être beaucoup dans essayer de cultiver la relation qu'on a avec nos clients actuels et notamment essayer de leur faire en sorte qu'ils nous mettent des beaux avis. Et donc, c'est là où ça se rapproche un peu avec le marketing, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, effectivement, le CSM, il va s'appuyer sur toute la documentation qui existe, mais ce n'est pas forcément lui qui va la créer. Alors après, si vous avez une grosse société et que vous lancez un gros pôle CSM, il peut y avoir une personne qui est dédiée au contenu. Nous, on évolue dans des startups, on a clairement personne qui est dévolue au contenu client. Mais néanmoins, du coup, nous, en tant que CS, on va s'appuyer sur tout ce contenu pour accompagner notre client tout au long donc, de sa vie avec le produit. Et on va faire ça dans un objectif qui est de l'aider à voir la valeur du produit, mais à continuer de voir la valeur du produit. Parce que c'est vraiment une relation au long cours. Et donc la partie d'embarquement, elle dure en général, selon la littérature US qu'on peut trouver sur le sujet, 90 jours. Et l'adoption, donc c'est la partie qui vient juste après. Si toutes les parties sont importantes, l'adoption l'est aussi, parce qu'un client qui n'a pas adopté votre produit, c'est un client qui ne va pas rester. Donc sur cette partie de l'adoption, vous en tant que CSM, ou nous en tant que CSM, on est à la fois consultant, c'est-à-dire qu'on va aider le client à se projeter dans l'usage de l'outil dans son quotidien, et en même temps, on est un partenaire de confiance. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va l'aider à mettre en place des stratégies pour changer sa manière de travailler, pour s'adapter aussi à ce nouvel outil. Par exemple, si vous avez un CRM, et peut-être que si vous changez de CRM, un CSM va vous aider à changer votre manière de gérer votre pipe commercial. Si vous développez un outil RH, le CS va peut-être vous aider à recruter différemment pour être en fait en adéquation avec ce nouvel outil que vous venez de choisir. Et du coup, au fil du temps, le CS il va donc s'assurer que lui et le client continuent à aller dans la même direction. Et donc du coup, de cette relation privilégiée qui se crée entre les deux, ça va aussi permettre au client de revenir vers le CS et de lui demander des changements produits, par exemple, pour que l'adaptation vienne aussi un peu du produit. Alors oui, on est l'avocat du client dans la boîte. Je vais encore vous raconter ce que le CS n'est pas. Et en fait, dans ce cadre-là, le CS n'est pas le produit. C'est souvent que les clients vont demander au CS d'avoir des nouvelles fonctions. Donc nous, on récupère toutes ces données. On va les agglutiner, on va dire. Et puis une fois qu'on nous l'a demandé assez souvent, on va aller arbitrer avec le produit et essayer de faire passer les demandes de nos clients. Mais par contre, c'est pas nous qui allons faire des recherches poussées pour ce qu'on appelle les specs. C'est pas nous qui allons faire les recherches métiers pour s'assurer que la fonction est bien sous tout rapport. C'est pas nous non plus qui allons voir les devs pour faire évoluer la roadmap, le développement des fonctions. On n'a dit pas d'anglais. Le développement des fonctions dans notre sens, parce qu'en fait,
nous, souvent, on est beaucoup trop impliqués. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir très envie d'aider nos clients. On va beaucoup aimer nos clients et on va vouloir aider absolument le client. Donc, on peut parfois perdre le cap. Et c'est important qu'il y ait une relation, donc une bonne relation entre le produit et le CS, mais que ce soit séparé, parce qu'on peut perdre l'objectivité. Mais d'ailleurs, le produit aide aussi le CS à apprendre à dire non. Oui, complètement. Quand le produit nous dit non, on est obligé de dire non au client. Alors après, on le fait avec un grand sourire. Et pour ceux qui sont CS ici, en vrai, on trouve toujours des petites solutions pour que le client, il arrive quand même à son objectif sans forcément que la fonction soit développée. On va appeler ça un petit hack. Et après 2-3 jours de recherche, le client en ressort souvent content et ça le fait patienter jusqu'à ce que la fonction soit développée. Dans le même esprit, le fait qu'on récupère les retours clients, faut pas imaginer par contre qu'on a un casque sur les oreilles, un micro et qu'on est 100 sur un plateau. Ça, c'est pas nous. Nous, on est là pour anticiper les besoins clients. Et sans tomber dans ce cliché-là, souvent dans les sociétés, dans les startups, on trouve le Customer Care, qui va avoir le rôle, le nom est un peu moins sexy, de support client. Et donc, c'est lui qui va venir en réaction des demandes. C'est lui qui va prendre en charge les remontées des bugs. Et c'est également lui qui va gérer tous les volumes. L'objectif de cette personne, ça va être donc, dans un premier temps, de réagir aux demandes, mais également de faire des statistiques par rapport à toutes les demandes qu'il aura eues. Ces statistiques, elles vont nous être remontées et ça va nous permettre d'actionner certains leviers pour justement aller réduire le volume entrant. En fait, si on peut faire une différence entre le Customer Care et le Customer Success, il y en a un qui vient en réaction aux demandes et le Customer Success, il va venir en anticipation. Si je vous donne un exemple dans mon cas, en fait, chez Georges, j'ai un exemple concret qui est arrivé dernièrement. On a eu beaucoup de questions qu'on a catégorisées d'utilisation. Pourtant, l'outil est bien fait, facile à prendre en main. On a plein de clients qui sont très autonomes, mais la majorité de nos questions, c'était sur l'utilisation. Et on s'est rendu compte que notre centre d'aide, il était très dépassé. Donc cet été, on s'est mis pour mission de muscler le centre d'aide. On a rédigé 40 articles clients qui étaient vraiment axés sur l'utilisation du produit. On n'était pas du tout sur du blog comme je vous disais tout à l'heure, mais vraiment, si vous voulez utiliser telle fonction, il faut passer par telle étape, telle étape, telle étape. En un an, Georges a multiplié par 3 ses clients et le volume au niveau du support, il n'est même pas multiplié par 2. Donc au niveau scalabilité, c'est imbattable. Et en fait, c'est en mettant en place ce genre d'action que le CSM va venir aider le support et la société en général. Et donc du coup, un client qui est autonome et un client qui a ses questions support de résolues, c'est un client qui est satisfait. Et donc du coup, ça nous amène à notre dernière étape, ou avant-dernière étape d'ailleurs pour être exact, qui est l'étape de rétention et qui va amener à l'étape de renouvellement. Donc c'est en fait, vous arrivez en fin de contrat, est-ce que vous repartez pour une année ou pas ? Il y a plusieurs choses à savoir à propos du renouvellement. En soi, quand vous êtes un CS et que vous avez vos clients régulièrement au téléphone ou par email, de visu, enfin peu importe, le moment du renouvellement doit bien se passer. Arriver au moment clé, la personne est très contente, elle re-signe, très bien. Parfois, vous avez beau être le meilleur CS du monde et avoir un outil qui est génial, ça passe pas. Par exemple, dans mon ancienne société, donc Julidesk, il développe un assistant virtuel dédié à l'organisation des rendez-vous. Et quand votre client vous dit qu'ils ont embauché un assistant administratif qui va organiser le rendez-vous, en fait, vous ne pouvez pas faire grand-chose contre ça. Mais sinon, pour tout le reste, vous êtes vraiment là pour accompagner le client et que le moment du renouvellement se passe très bien. Et après, on a 2 cas de renouvellement. Cas 1, le client veut un renouvellement à ISO, même nombre d'utilisateurs, même usage, etc. Là, nous, on va dire, ok, un CS peut complètement gérer, ou un CSM peut complètement gérer un renouvellement basique comme celui-là. Par contre, il y a un cas 2. Et là, donc avec Chloé, c'est un sujet sur lequel on est raccord. Ouais, c'est comme les lunettes, on a à peu près les mêmes goûts en CSM. et comme c'est un sujet assez clivant, ce qu'elle va aborder, c'est important de dire que c'est notre vision de la chose. Exactement. Donc, dans la communauté du Customer Success, il y a 2 visions. Il y a la vision qui dit
que le CS peut s'occuper du renouvellement et celle qui dit que c'est un account manager de gérer le renouvellement. Alors nous, on est plutôt... il faut des account managers pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, en tant que CS, puisqu'on est en CSM, puisqu'on est en contact avec le client très régulièrement, on est capable de détecter les opportunités d'expansion, les opportunités de montée en gamme, si vous sentez que le service d'à côté sera intéressé par le sujet. Mais pour autant, vous n'avez pas forcément le temps d'aller vendre le service, votre produit au service d'à côté. Donc là, c'est bien s'il y a quelqu'un qui est dédié, qui a en fait aussi l'âme de la négociation. Et vous, en tant que partenaire de confiance, vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans cette négociation parce qu'en fait, du coup, cette relation que vous avez créée, elle va être un peu biaisée. Autre sujet, quand vous êtes CSM, vous passez l'année avec votre client, vous avez une vision du terrain. Et quand vous avez la vision du terrain, c'est pas toujours simple d'aller projeter le client sur lui vendre du rêve pour l'année suivante. Pas parce que votre produit est pas bien, mais parce que votre client va aussi vous ramener à ce qui s'est passé dans l'année et à la vision du terrain que lui a peut-être aussi. L'avantage d'un account manager, c'est que lui, il n'a pas cette vision terrain. Lui, ça va être simple pour lui d'aller projeter à votre client une année l'année prochaine, parce qu'avec tous les nouveaux développements que vous avez pensé, parce que c'est son job. Et vous, vous préférez travailler, il est préférable plutôt de travailler avec main dans la main avec cet account manager pour justement être capable de lui dire ce compte-là, c'est le bon moment pour aller lui vendre plus, plutôt que de le faire vous-même et briser un peu cette relation. Et donc voilà, donc nous juste, on est pour la différenciation des jobs. Et sachant qu'on parle de compte manager, mais on peut remplacer par commercial. Il y a des structures qui n'ont pas de compte manager. Ce qu'il faut, c'est que nous, on est vraiment intéressés sur la séparation entre la négociation commerciale et le partenaire de confiance qui est le CSM. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a quand même deux typologies de CSM. Et notamment, une des deux, en fait, on ne va même pas se poser la question de le compte manager. Aujourd'hui, alors là, par contre, je vais partir un peu dans l'anglais, malheureusement, on distingue deux types de CS. C'est le CSM low touch et le CSM high touch. Alors, que je m'explique, en low touch, on va parler en fait d'une gestion macro des clients. Et en fait, ça va être des clients qui sont assimilés B2C. Même si on est sur du B2B, parce que c'est la plupart du temps le cas dans les SaaS, la relation avec le client est assimilée B2C. Et les CSM high touch, on va être plus dans une relation, donc là, vraiment B2B, et on va être dans une gestion très micro des comptes clients. Et donc, dans la première partie, le CSM Low Touch, le compte manager n'a pas vraiment de place, vu qu'on est sur des renouvellements qui sont assez simples. Comme l'a dit Justine tout à l'heure, au niveau du High Touch, les CSM vont avoir un contact direct avec les clients, voire en fait, on va distinguer le client et l'utilisateur. Ensuite, il va être dans l'analyse des comptes, il va détecter les points importants à mettre en place, il va même parfois faire du paramétrage des comptes. Et il va avoir des formations en face à face. Alors que dans le low touch, c'est un petit peu ce que je fais chez Georges. Il n'y a pas de compte manager et les clients sont assez autonomes. Pour vous donner un peu une image, en fait, nous, c'est un logiciel qui travaille avec les professions libérales. Donc, clairement, on a un compte, un client. C'est vraiment du B2C. Ça va être votre kiné, votre médecin. Ils vont être sur notre logiciel pour sortir leur liasse fiscale. C'est pas très sexy. Et ça marche pour toutes les professions libérales. Et en fait, moi, j'ai des milliers de clients. Mais je n'ai pas mon portefeuille client à gérer. J'ai les milliers de clients. Donc, je vais devoir rendre très autonome mes clients. Et je vais devoir automatiser les campagnes onboarding. Donc, ça va être des mails qui vont partir. Ça va être des pop-ups sur l'application. Et ça va être surtout, l'outil magique, c'est de déterminer les comportements à risque et les comportements prometteurs des clients. Quand un client est dans le cadre d'un comportement prometteur, il va être dans la bonne case, on va dire, de mon tableau, et je vais le laisser vivre son cycle de vie en regardant de temps en temps, mais sans vraiment y faire attention, et c'est le client que je disais tout à l'heure qui est autonome. Par contre, je vais déterminer certains comportements à risque, et quand un client passe dans ma case comportement à risque, là je vais rentrer en micro dans le compte, et je vais déclencher des actions, l'appeler, lui envoyer des mails, le lancer dans une nouvelle campagne. Imaginons celui qui ne paye plus,
il va recevoir pas mal de mails de ma part. Donc en fait, c'est cette distinction qu'il y a entre le low touch et le high touch. Mais par contre, quel que soit le type de CSM qu'on applique au jour le jour, le rôle reste central dans la société et le rôle reste le même, en tout cas pour le client. Il a toujours cette impression de relation privilégiée avec le CSM. Juste, même si on est sur du grand compte, moi j'ai plutôt une casquette grand compte. On a aussi quand même des comptes qui sont en plus ou moins bonne santé, mais donc ce qui les différencie quand même au final, au-delà de ça, c'est leur panier moyen. Plus il rapporte d'argent, moins une personne va gérer de comptes. Alors j'ai beaucoup insisté depuis le début sur ce que le CS n'était pas par rapport aux différents rôles qu'il peut y avoir dans la structure, mais en vrai dans le quotidien les frontières sont bien plus poreuses que ça. Déjà quand on part dans des petites structures, c'est très très souvent que le CSM assume les fonctions de support et sinon après dans l'avenir quand il y a deux personnes qui sont à ce poste, enfin ces deux postes différents, eh bien ils vont vraiment être très complémentaires, ils vont travailler main dans la main parce que l'analyse des demandes récurrentes fait qu'il y a de belles actions qui sont menées pour faire des leviers et qui font que le volume est réduit, comme je vous ai dit, au niveau du customer care. C'est pareil par rapport aux sales. Clairement, le CSM, ça va être celui qui va connaître le mieux le produit et également le mieux les clients. En fait, il a tellement de cas d'usage qu'il peut échanger avec n'importe qui fait le même métier que ses clients. Et donc, dans un cadre d'un rendez-vous commercial, si c'est un rendez-vous avec un gros enjeu, il n'est pas rare qu'on parte en duo commercial et CSM pour aller vendre l'outil. Parce qu'on est très complémentaires dans ce genre de situation. On a vraiment l'expérience métier et la possibilité de répondre à toutes les questions. Également, je vous parlais du produit. Mais en fait, c'est très fréquent que je passe mon après-midi avec le product manager à revoir tout ce qu'ils vont mettre dans le sprint et à valider le fait que ce soit des fonctions qui sont très demandées par les clients et donc appuyer les fonctions qui sont les plus urgentes. Mais également, le produit va beaucoup m'aider, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'automatisation de l'onboarding. Toutes les étapes de l'onboarding qui sont mises directement sur l'application, elles sont passées dans un premier temps par le produit et donc on a travaillé ensemble à l'élaboration de ces nouvelles fonctions. Et enfin, par rapport au marketing, donc il y a une dimension qui est très importante, ce sont les avis. En fait, quand on regarde, nous d'expérience, chez Georges, avant même qu'on lance le programme de parrainage, 10% de nos clients venaient par recommandation. Donc honnêtement, ça fait un coût d'acquisition qui est quand même très faible. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'au CSM, on va insister en disant « allez rédiger des articles sur Facebook ». Allez rédiger des articles sur Google. Allez vendre cet outil parce que vous êtes les ambassadeurs de Georges. Et c'est grâce à vous que Georges avancera. Et donc, avec ce travail en commun entre le marketing et le CS, on va générer une acquisition qui est encore de meilleure qualité. C'est-à-dire que même pour le CS, il y gagne parce qu'il va avoir un client qui va arriver, il a déjà la personne qui va l'accompagner. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et également, le CSM va remonter les contenus intéressants pour la rédaction d'articles de blog. Donc, les programmes ambassadeurs, c'est vraiment un point en commun entre le marketing et le CS. Oui, effectivement, comme le disait Chloé, le bouche-à-oreille, c'est donc un canal d'acquisition qui coûte pas très cher, contrairement au marketing. Évidemment, il faut aussi du marketing, hein, on ne dit absolument pas le contraire. Mais du coup, si on doit se poser un peu la question de pourquoi sauter le pas et ouvrir un poste de CSM si vous n'en avez pas déjà, donc il y a pour cette histoire d'ambassadeur et du coup de coût d'acquisition plus faible, mais également parce que ça va être un atout pour votre produit. En fait, vous allez vendre l'accompagnement du CSM en même temps que votre produit, et du coup, ça va vous permettre aussi de vous démarquer de la concurrence, mais également parce que ce CSM, en tant que partenaire de confiance, va créer une relation gagnant-gagnant avec son client. Lui, le client, parce que il va du coup voir le retour sur investissement et du coup l'abonnement qu'il a mis, enfin l'argent qu'il a mis dans son abonnement, il va y voir son intérêt. Et vous, en tant que CS, vous avez évidemment envie que votre client soit content et reste, puisque c'est du revenu récurrent pour l'entreprise. On ne va pas se leurrer non plus, on a beau trouver que c'est génial d'accompagner les clients, on le fait aussi évidemment pour le revenu que ça génère pour notre entreprise. Et du coup,
si le pourquoi vous a convaincu, comment? Alors d'abord, il faut se poser 2 questions. Est-ce que vos clients ont un succès de 100% avec votre plateforme? Et est-ce que vous pensez que vos clients pourraient bénéficier d'un accompagnement? Si la réponse est non à la première question et oui à la seconde, alors vous avez la place pour créer un poste de CSM dans votre entreprise. Néanmoins, on vous a à peu près décrit ce qui n'était pas un CSM. Donc si au moment où vous vous lancez, que vous faites votre fiche de poste et que vous voyez qu'une partie de ces missions ressemble un peu trop aux fonctions qu'on aurait précédemment énoncées, c'est peut-être que c'est pas un CSM qu'il vous faut, mais c'est pas grave, ça viendra. Voilà. Si vous avez des questions. Ah oui, il y a une question de la dame. Okay. Génial. À quelle fréquence vous contactez vos clients, notamment les grands comptes? Du coup, c'est vous qui les sollicitez, c'est pas eux qui viennent vers vous? Alors dans l'embarquement, là, je pense que Justine elle va peut-être plus pouvoir vous répondre. Alors ça peut être, ça peut être les deux. Je dirais que ça va dépendre du compte. Il y a des comptes, même des grands comptes, qui vont être très demandeurs d'un accompagnement et d'autres qui vont être plus autonomes. Durant la phase d'embarquement, c'est en général une phase où il faut être très présent. Et ensuite, on recommande au moins une fois par trimestre, qui permet de faire le point sur ce qui s'est passé et en fait de projeter son client sur les trimestres à venir. Voilà. Une autre question. Oui, bonjour. Quels seraient les meilleurs outils justement pour détecter en SaaS les clients, on va dire, qui risquent à churn, enfin qui risquent au final de sortir du success versus ceux à success? Alors au niveau des outils, donc vous avez plein d'outils différents. Moi en tête, il y a Segment. Non, alors, il y a Sales Machine. Ouais, oui. Voilà, il y a Sales Machine qui est un outil un peu plus gros par rapport au CS, mais rien que pour détecter les comportements, je les utilise plus moi. En fait, c'est un peu au CS de faire sa machine. Il y a Sales Machine qui est bien, mais sinon la plupart on utilise tous des tableurs Excel. Pour ma part, j'utilise un outil en commun avec mon Customer Care qui est Intercom. Et en fait, les devs remontent des détails sur Intercom par rapport à leur utilisation. Et en fait, en fonction de ces détails, ils vont rentrer dans des segments. Quand je vous disais, mon tableau, il rentre dans un segment ou un autre. Bah voilà, nous, clairement, Intercom, c'est notre base de données client. Avec, dès que j'ai besoin d'un comportement que les devs le mettent en place, ils mettent en place sur l'API. Et dès que ce détail est négatif, il rentre dans ma zone d'appel et je contacte les clients. Ou parfois, c'est juste aller agir sur le compte du client. Mais vraiment, ça va dépendre du type de client que vous avez. Et de votre taille, parce qu'il y a des plateformes aujourd'hui de Customer Success, il y a Sales Machine, il y a Gainsight, Totango, qui sont très grosses. Sales Machine a 2 avantages. Un, ils sont français, et 2, ils sont d'une taille raisonnable pour que vous, si vous êtes une PME, ça reste intéressant pour vous. Oui. Est-ce que vous avez des objectifs sur le taux de renouvellement? Alors, en règle générale, sur les questions d'objectifs, c'est assez partagé. Parce que justement, il y a ce côté clivant entre les account managers et les CS, qui est-ce qui est en charge de faire le renouvellement ou non. Maintenant, on retrouve souvent dans les objectifs plutôt un objectif sur avoir le churn le plus petit possible. Donc c'est un peu pareil que le renouvellement, mais c'est pas le même calcul. Et sinon, globalement, on a des retours sur des personnes qui ont leur portefeuille clients et en fonction des upsells ou des cross-sells qu'ils ont réalisés, ils ont un pourcentage. Ça peut être ça, la détection d'upsell et de cross-sell, surtout sur du grand compte. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà installé une stratégie CS dans leur société et qui sont pas d'accord avec ce qu'on a dit? Des gens qui sont d'accord? Ou des gens qui sont d'accord? Vous êtes d'accord? Ah, ok. Ah, super. On ne peut pas s'en sortir. Excellent. C'est rassurant. Merci. Donc déjà, merci pour la présentation. Et puis en plus, vous m'avez appris que j'étais peut-être, pendant plusieurs années, j'ai été CSM High Touch sans le savoir. Voilà. Donc c'est cool. On est ravis d'avoir appris quelque chose. C'est lié, ma question en fait, c'est les CSM, ça doit quand même, surtout dans des contextes B2B, être des experts métiers assez avancés quand même, non?
Non. Alors, en fait, ça dépend. Ça va dépendre. Par exemple, on échangeait il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un qui travaille pour Innova Software. C'est un CRM dans le médical. Et eux, jusque-là, ils n'avaient pas de CSM qui avait un background médical. Et ils vont chercher quelqu'un, ou si quelqu'un est intéressé, ils recrutent. Justement pour connaître encore mieux leurs clients. Mais néanmoins, on apprend beaucoup sur le tas aussi, parce qu'en fait, justement, de ne pas avoir forcément de background métier, ça fait qu'on peut avoir plein de clients différents. Et en fait, après, nous, notre expertise, elle n'est pas tant dans le métier que dans notre produit. Et en fait, on va du coup être capable quand même d'aider le client à déployer notre produit chez eux. Parce qu'en fait, on va voir comment est-ce que, par rapport à leur process métier, nous, on peut s'intégrer. Alors que potentiellement, si on avait un background produit, un métier, c'est pas sûr qu'on soit aussi pertinent dans cette vision un peu généraliste. Alors, ok. Si je peux ajouter, en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas la connaissance métier qu'on va pas pouvoir conseiller les clients. Il faut juste être très curieux et avoir envie d'apprendre. Si je regarde en arrière par rapport à mes expériences, ma première expérience en tant que CS, c'était dans les syndics. Donc j'ai appris toutes les process des syndics et c'est un vrai bonheur. Et là, je suis dans la compta. Et clairement, j'ai pas fait d'études de compta, j'ai jamais travaillé dans les syndics avant. Mais en fait, à force de cas d'usage et à force de lecture, on est très à même de répondre et d'aider notre client à utiliser l'outil. Parce que même si le client, il vient pour faire sa comptabilité, vous êtes là pour lui expliquer l'outil qui va faire sa comptabilité. Et donc, c'est là qu'il y a une petite notion. Ceux qui doivent être très au courant, c'est plutôt aux produits qui doivent être experts métiers pour développer les bonnes fonctions. D'accord, c'était aussi parce qu'à un moment, vous parliez pas mal de côté métier. Oui. J'avais noté quelque chose C'est là-dessus. le produit qui doit avoir potentiellement le côté métier. Mais après, en CSM, si vous faites du CSM grand compte, vous avez probablement vos clients au téléphone régulièrement. Et du coup, vous comprenez un peu son métier. Et ça peut être suffisant pour en fait interagir avec lui pendant le métier que vous avez, vous. Moi, j'étais plutôt d'accord avec vous sur le côté CSM plus tech plus commercial en avant-vente, où nous, on a eu une expérience effectivement avec un produit où on voyait bien que la personne que nous, on appelait plutôt un ingénieur support, avait clairement une posture de CSM, c'est-à-dire qu'elle connaissait très bien son produit, bien qu'elle ne connaissait pas vraiment notre métier, parce qu'il est vaste. Je pense que c'est vraiment un deal gagnant-gagnant, parce que nous, on a pu vraiment, sur un job d'avant-vente, avoir l'interlocuteur commercial qui a une vision business, pricing, et vraiment sur le produit, avoir l'équivalent de quelqu'un qui aurait pu être un chef de produit, dire si on prend la virgule, là, qu'on la déplace, tu vois que ça marche toujours, enfin voilà, torpiller un peu le truc. Je pense que c'est intéressant. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'était pas mal sur le côté, je voyais une conf il n'y a pas très longtemps sur la gestion du temps, on expliquait que le temps a une valeur pour tout, et dès lors qu'on se sert de son customer comme un acteur de son succès, quelque part, et qu'on lui prend du temps pour générer ça, c'est de l'argent qu'on gagne aussi chez nous. Si on met en place un système de reward, une académie, tout ce qu'on veut, pour que ce soit le client qui, quelque part, fait notre travail, effectivement, c'est un peu, je dirais pas hypocrite, voilà, mais effectivement, c'est aussi une possibilité du succès. C'est comme ça que se développe le bouche à oreille. Donc, ce que j'ai entendu dans la conf, finalement, moi, c'est aussi un métier que j'ai pratiqué à une époque. C'est pas un métier nouveau en fait, c'est peut-être juste qu'on a mis un nom dessus. Exactement. Ouais, on a mis un nom dessus, on essaie de mettre un cadre, même si c'est pas facile, parce et que qu'on a défini clairement le cadre, c'est utilisé dans tous les sens, mais c'est un peu ça, ouais. Si je peux compléter par rapport au bouche à oreille, moi mon marketing, il m'a dit depuis qu'on a mis le reward en place, je peux mettre plus de budget sur le marketing, puisque en fait le coût par client réduit, vu qu'il y en a plein qui arrivent de façon naturelle. Donc c'est super intéressant, on gagne de l'argent quelque part. Ouais, mais déjà merci pour la présentation. En plus avec le petit challenge du début là que vous avez bien relevé, c'était classe. Ouais, on avait prévu plein de trucs pour le début. On avait nos sacs qui ressemblaient à des sacs de parachute et tout, mais ouais, c'est trop bien. Non mais j'étais sensible en plus comme j'ai aussi fait du parachutisme. Et en fait j'ai trouvé ça assez marrant parce qu'effectivement c'est un métier. Enfin moi je viens du monde des télécoms, je suis ingénieur télécom à la base avant d'être UX. Et en fait dans notre métier, ce que vous décrivez en customer success, ça s'appelle un ingénieur avant-vente en fait. Et du coup, ça fait 20 ans que ça existe. On arrive mais qu'on après appelle... la vente. Et en fait, mais étrangement, l'ingénieur avant-vente, en fait, dans les télécoms, c'est un très mauvais nom.
Et ben en fait il vient avant la vente, au moment où c'est quasiment signé, il va vérifier les besoins fonctionnels et les upsells et les cross-sells par rapport à ce que pensait vendre le commercial. Et puis il fait en sorte aussi de faire le lien avec les équipes techniques pour faire en sorte que les commerciaux qui vendent des trucs qui sont pas toujours faisables, et ben ils revendent la petite brique qui va bien à la dernière minute pour mettre en place. Et vous n'avez pas évoqué ce petit truc du rendre réalisable quelque chose et d'affiner le discours du commercial qui est très dans sa vente et dans... Voilà. Exactement. On a aussi un peu cette vision chef de projet de je connais mon produit et je sais si ce qui a été vendu c'est faisable ou pas. Voilà. C'est un peu délicat quand même de dire en conférence. Donc avant ils l'ont mal vendu, puis nous on va ajuster les petits détails, quoi. Il faut trouver les bons mots pour le dire, mais dans la vraie vie, en réalité, dans les télécoms, mais dans le web aussi, le commercial vend un truc. En gros, il y a toute une phase de négo où il est obligé de lâcher des choses, de retirer des tiroirs dans l'offre à tiroir qu'il avait présenté. Et puis des fois, il a retiré un tiroir qui était en trop, et puis du coup, ça devient plus faisable. Et dans la vraie vie, on a quand même ça. Donc je ne sais pas quels sont les bons mots pour le dire, mais c'est quand même du vécu. C'est super bien dit. Juste, si vous avez d'autres questions, parce que j'imagine qu'à un moment, il y aura... pour information, donc il y a nos noms ici, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn. Avec eux, on organise des événements à Lyon, des Customer Success Café pour ceux qui le seraient déjà, même si ce n'est pas écrit sur votre profil LinkedIn, vous êtes les bienvenus. Ou des meet-up qui ont plus vocation, un peu comme aujourd'hui, d'échanger sur avec des retours d'expérience. Les cafés, c'est plus sur les challenges du quotidien et on les poste sur LinkedIn, donc il ne faut pas hésiter. Les gens sont les bienvenus. Il y avait une question. Oui, j'ai une question. Je suis RH, donc je découvre, grâce à vous, merci, cette fonction. Je voulais savoir si, au travers de vos expériences, cette fonction est plutôt basée dans les services marketing, ou support, ou commercial, puisque je vois que c'est un peu la frontière de pas mal de choses. Donc, en fonction des organisations que vous avez vues, où se trouve généralement cette fonction? OCS. Non. Ça peut être sous le... En fait, ça va dépendre de la stratégie de la société. Ça peut être avec le commercial, quand on a une stratégie, on fait une brique, on va dire go-to-market, on vend et on accompagne. Ça peut être avec le marketing, on travaille un peu sur les différents personas, ou ça peut être sous la casquette opération. Ouais, opération ou relation client dans la globalité en fait. Ok, merci. Il peut y avoir une fonction dédiée au RH, non? Le même processus, mais vraiment que sur la partie... J'ai encore jamais vu ça dans les RH. Je crois qu'on va plus voir ça dans l'office management, qui va être quelqu'un qui va être un peu un couteau suisse, qui va aller être le contact privilégié de toutes les personnes dans la société et qui va travailler un peu plus sur la marque employeur, etc. Parce que j'ai une amie qui est office manager et on avait souvent fait ce parallèle entre nos deux métiers, qui était assez similaire, mais moi je le faisais pour les clients et elle le faisait pour les collègues. Peut-être l'autre manière de voir les choses, c'est qu'il y a tout un tas de nouveaux postes qui apparaissent et de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, pour lesquelles les structures traditionnelles d'entreprise et de services, différents services connus, bien sûr, les RH aujourd'hui, ne sont plus valables aussi. Ouais, il y a... C'est pour ça que la première réponse c'était le CS, parce qu'en fait souvent les sociétés se restructurent. C'est-à-dire que le CS il est au milieu de tout, parce qu'on n'a pas parlé, mais il est énormément en contact avec les techs. Dès qu'il y a un bug technique, on est au milieu des devs, il faut qu'on comprenne leur langage. Hein. C'est... Ouais. Exactement. Complètement. Mais on est aussi le meilleur ami des sales. Et on est aussi le meilleur ami du support. Enfin, c'est vraiment... mais c'est ça qui est vraiment épanouissant dans ce boulot, c'est qu'on travaille avec tout le monde et on en apprend sur toutes les fonctions. Enfin, il n'y a pas de frontières. C'est pour ça qu'on disait que c'était assez poreux, parce qu'on est amené à travailler avec tout le monde tout le temps. Néanmoins, il est vrai qu'une des trajectoires de carrière d'un CSM peut être produit, ouais. Rarement support et très rarement sales. C'est le renouvellement le non-départ de ses clients et la détection d'upsell cross-sell. Donc c'est-à-dire en fait faire
augmenter le panier moyen des clients existants? Il y a aussi la satisfaction quand même. Enfin, moi, je monitore énormément la satisfaction client. Le NPS, le Net Ouais. Score. En fait, ça dépend aussi des plateformes. Enfin, ça dépend vraiment de l'outil. Bah, merci à vous. Merci beaucoup.